Salut! Aujourd'hui sur la chaîne, on va parler d'élections, de politique, de système électoral en fait. Bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Bon, donc les élections, je voulais qu'on parle de 4 incohérences majeures dans notre système électoral. Évidemment, je parle du Canada / du Québec, mais j'imagine qu'il y a des liens à faire, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Je tiens à dire que c'est mon opinion, dans un sens, c'est ma réflexion jusqu'à ce jour. Ma réflexion n'est pas encore aboutie complètement. Évidemment, je ne suis pas professionnelle dans ce domaine. Je suis juste observatrice et j'aime que les choses soient juste vraies à leur place. Donc voici les 4 incohérences majeures, selon moi, dans notre système électoral. Le premier segment concerne les grandes villes. En politique, les grandes villes traînent tout le Québec dans marde chaque fois. Là, soyez ouverts un instant, on met nos débats politiques de côté, là. Je veux juste vraiment qu'on regarde les faits de façon détachée, juste comme la structure du système électoral. Montréal, par exemple, un vrai boulet. Quand je dis les grosses villes mettent tout le monde dans marde de force, en fait, c'est qu'elles forcent toujours par défaut, à cause de la façon que le système électoral est fait, elles forcent toujours les autres à subir leur mentalité, c'est-à-dire leur mentalité de mini-environnement, de mini-pays, de mini-communautés renfermées sur eux-mêmes. Vous savez, avec leur propre écosystème, on peut dire, leur propre bulle multiethnique, multiculturaliste. Les grandes villes, comme par exemple Montréal au Québec, c'est quasiment comme un mini-pays en soi dans un autre pays. Je sais pas si vous comprenez l'analogie que je veux en faire. Puis c'est toujours les mêmes qui ont cet effet-là sur le reste du Québec. C'est toujours ces grandes villes. Les gens que forment ces grandes villes décident pour tout le reste de la surface habitable, qui en superficie les torche pourtant, on s'entend, et bien souvent en total des votes opposés aussi. Mais la politique, pas de même ça marche pour élire un parti. On va en reparler au segment 3 dans les incohérences. Avec la tonne de circonscriptions dans les grosses villes, le nombre de votes rapatriés ailleurs, le total, n'a juste aucun effet sur le parti qui sera élu. C'est le nombre de circonscriptions qui compte et non pas le nombre de votes. Pour être poli, c'est de l'hostie de marde. Oui, ça c'est moi qui est poli. Donc ces citadins vivant dans leur bulle, ça me fait un peu penser au Dôme dans le film avec Jim Carrey, le Truman Show. Si vous voyez un peu l'analogie que j'en fais. Donc ces gens-là, citadins vivant dans leur bulle, qui ont sûrement même jamais mis les pieds en dehors, puis qui pensent être les seuls êtres vivants, humains au Québec / Canada. Bon, ces gens-là enfermés dans leur ville, leur mini-pays, leur mentalité exclusive à leur ville, et qui vivent en métro, puis se concentrent sur leur petit quartier, ils comprennent pas qu'en dehors de leur réalité, il y a tout le reste du Québec. C'est tellement frustrant. Comment c'est possible, par exemple, pour ces élections-ci de 2021 fédérales, donc au Canada, de voter pour le Parti libéral? Je veux dire, oui, quelques individus, mais comment c'est possible que la population entière donne son vote au libéral qui vient d'être élu? Comment c'est possible? Là, je parle rationnellement parlant, là. Si on y va théoriquement, on va regarder les faits. Comment c'est possible? Parce que ça n'a aucun sens. Ça va même pas en diapason avec son nombre de votes reçus pour le parti versus le nombre total de votes reçus pour, par exemple, le Parti conservateur ou le Bloc au Québec. Il y a comme plus de votes pour le Parti du Bloc au Québec pour les élections fédérales, par exemple, et plus de votes pour le Parti conservateur au Canada pour les élections fédérales toujours, que des votes au libéral. Mais c'est le libéral qui est élu.
En fait, les partis que je vous ai donnés, ils ont plus de votes que tout autre parti, genre. Mais c'est le libéral qui est élu. Donc le Parti conservateur au Canada n'est pas élu parce que son nombre total de votes, qui est supérieur, est réparti, est éparpillé à travers plusieurs circonscriptions. Donc, too bad! What the fuck? Bon, ok, le système est mal fait, on va en parler au segment 3, mais où je voulais en venir, c'est qu'en faisant avec ce système électoral de merde, ouais, parce qu'il faut faire avec, comme on dit. Mais malgré qu'on fait avec, au-delà de ça, moralement, là, les gens de ces grandes villes, les gens de Montréal, comment pensent ces gens pour être si détachés du reste du Québec et voter libéral pour carrément voler la vraie image du Québec / du Canada, là, la vraie image des élections, qui est, elle, complètement conservateur au Bloc si t'es au Québec, selon le comptage de votes et de superficie bleue, parce que c'est bleu leur couleur. Comment pensent ces gens de Montréal ou de d'autres grandes villes identiques pour voter à un tel point de façon détachée du reste? Parce que à quel point leur réalité est différente de celle des autres, j'y crois pas. On est quand même dans le même pays, là. Est-ce qu'ils ont une vision qui dépasse le cône orange qu'ils ont devant les yeux? Et là, je ne cible pas les individus un à un qui habitent dans ces grandes villes de toute évidence. Je cible comme la totalité d'une grande ville, leur globalité, leur poids dans les élections. Puis là, je dis ça, mais j'ai pas voté conservateur. Quoique ça ne vous regarde pas, là, mais c'est juste pour vous dire, je fais juste observer. Parce que c'est par principe que je réfléchis pour que ce soit éthiquement correct, vous voyez? En fonction de ce qui serait juste. Tout ça, c'est injuste que ce soit Montréal qui contrôle toujours le reste du Québec. Le reste du Québec qui est pourtant si loin de la réalité de cette ville remplie de nouveaux arrivants. Oui, j'embarque dans ce segment, ça va être le segment 2, parce que genre 15%, je sais plus le chiffre exact, on s'en fiche, le principe est le même, il y a genre 15% des votes de Montréal qui proviennent des immigrants. Juste en un an, en 2021, 25 000 immigrants de plus que l'année d'avant ont obtenu le droit de vote au Canada. Normalement, on parle de ce que j'ai lu dans les sources officielles d'environ 100 000 nouveaux citoyens par année, donc 100 000 nouvelles personnes ayant droit de vote. Donc par déduction, on serait plutôt cette année autour de 125 000 et le total des Canadiens pouvant voter est d'environ 27 millions. Mais évidemment, pas tous vont voter, mais c'est le nombre d'inscrits. Je vous ai juste lancé des statistiques comme ça, là on rentre dans le segment 2. Deuxième incohérence majeure, le vote des immigrants, des nouveaux arrivants, des néo-canadiens, appelez ça comme vous voulez, je suis pas en train d'insulter qui que ce soit là. Bon, puis après, on nous dit qu'il faut être ouvert culturellement, surtout pas raciste, qu'il faut inclure tout le monde et inviter plus d'immigrants chez nous et leur donner plus de place aussi. Sorry, mais non. Rien à voir avec du racisme. On parle de deux choses complètement différentes. Je pointe pas les individus qui arrivent chez nous. Je pointe la manipulation sociale de foutre des étiquettes de racistes lorsque cette société, ce gouvernement ou cet immigrant pointe du doigt ceux qui développent la logique de ce que je suis en train de dire au niveau du système électoral. Mais je le répète, les grandes villes ne représentent pourtant pas du tout le reste du Québec, du Canada. Mais le pire, c'est que la globalité des gens dans ces grandes villes-là le croient. Ils ont comme un petit dégoût, un petit sentiment de supériorité envers les gens qui habitent à l'extérieur de, par exemple, l'île de Montréal. Ils ont souvent ce désintérêt total envers les gens d'ailleurs. Un peu comme si les gens qui n'habitent pas dans cette grande ville étaient des aliens ou juste, je sais pas, des attardés ou je sais pas quoi là. Mais ils disent eux-mêmes qu'il faut s'ouvrir aux autres cultures, s'ouvrir sur les nouveaux arrivants, etc. Chris, vous avez de la misère à vous ouvrir à la rive sud, barnac.
On va commencer par là, voulez-vous? Une des raisons et des réalités de cette petitesse de réflexion du total des gens des grandes villes, outre celle que j'ai déjà mentionnée dans le segment précédent, est que les immigrants ne votent quasi jamais comme un vrai Québécois / Canadien. Mais là, pour faire court, vu que je suis au Québec, je vais dire Québécois, sinon c'est trop long. Attention, montez pas sur vos grands chevaux, ce que je veux dire, je vais le développer, c'est qu'ils ne votent normalement pas comme quelqu'un de la place. Ils votent avec une réalité d'immigrants complètement erronée. Les immigrants, les nouveaux arrivants, les néo-canadiens ne devraient pas avoir droit de vote avant 10 ans de citoyenneté, incluant un 2 ans minimum ayant vécu en dehors des grandes villes. On va parler de Montréal pour rendre mon discours plus clair. Si en tant qu'immigrant, tu n'as pas atteint ces critères, tu ne peux pas voter. Parce que tu peux pas voter dans un pays, une province que tu connais même pas, bout de vierge. Logique, non? Et connaître ne veut pas dire avoir été au Mont-Royal et être débarqué à la dernière station du métro. Dites-moi, ils ont quoi comme réalité, les immigrants qui arrivent à Montréal et vivent là, admettons, 5 ans, et puis c'est tout? Ils ont quoi comme réalité? Imaginez juste la sphère de leur réalité un instant. On reste dans les faits, là. Hein? Vous allez me dire que 10 ans, c'est beaucoup? 10 ans, c'est rien. C'est juste un recul nécessaire. Comme il faudrait peut-être un recul nécessaire sur un vaccin aussi d'une dizaine d'années, mais ça, on n'en parlera pas. J'en ai-tu parlé? Chut, on n'en parlera pas. 10 ans, c'est un délai qui te permet de vivre des hauts et des bas. Puis ça, c'est important, c'est même primordial pour pouvoir voter. C'est un temps moyen qui permet de faire tourner un tour à la roue de la vie et du système, qui, en théorie, t'aura permis de vivre une crise économique, d'avoir déjà vu des élections passées, d'apprendre comment ça fonctionne le système sur le long terme, d'avoir envoyé ton enfant à l'école, de t'être toi-même peut-être inscrit dans une institution scolaire pour adultes, de comprendre donc le ministère de l'Éducation et celui des Finances, puis celui de la Santé aussi, etc. Oui, en 10 ans, t'as le temps d'être malade et de vivre le système de santé au moins une fois normalement, de faire affaire avec nos banques et d'avoir des placements, de vivre l'inflation, de voir comment fonctionne le marché immobilier, d'acheter une maison peut-être et d'avoir aussi vécu en loyer, d'avoir eu de l'expérience d'emploi, d'avoir vécu un minimum le système du travail ici, d'avoir fait faillite. Ou pas, justement, de connaître le chômage ou l'aide sociale, etc. Tu sais, t'as le temps d'avoir contribué avec tes impôts pis tout, là. T'as aussi le temps de ne plus vivre de privilèges de nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants qui trouvent souvent plus de ressources que deux gens d'ici qui ont rushé toute leur vie sans avoir droit au soutien d'un système amical ou d'organisation aidante. Ou très peu, ou moindre. T'as le temps également d'avoir ton permis de conduire ici. De connaître notre météo et les conséquences que ça engendre. Évidemment, un pays qui passe de plus 30 à moins 30, c'est pas du tout pareil. Ça engendre plein de choses au niveau de la vie, au niveau du système, de l'organisation d'un pays. C'est niaiseux, mais ce sont tous des détails importants. Ça fait tous partie du portrait d'un pays. Et pour voter, tu dois voir un portrait. Et non seulement, tu ne dois pas juste le voir ou le déduire, tu dois idéalement le plus possible le vivre. Et ça prend du temps. Une dizaine d'années. Minimum. Mais là, pour pas non plus exagérer, je mettrais le barème, la ligne à 10 ans. Puis donc, t'as le temps aussi de voir notre système de justice, notre système policier aussi. T'as aussi le temps de fucking sortir de fucking Montréal pour voir la réalité des gens à l'extérieur. La réelle vie au quotidien des gens. Et là, je te parle pas d'aller sur la rive sud de Montréal, là. Donc, 10 ans, oui, c'est un minimum. Déjà qu'il y a des gens d'ici qui sont nés dans Montréal, puis qui ont jamais sorti non plus, là. Déjà, ces grandes villes, comme je disais dans le segment 1, sont déjà problématiques à cause de leur microclimat, leur micro-bulle, d'où ils ne sortent jamais. Si en plus on ajoute la même chose amplifiée de la part des migrants qui viennent avec des philosophies erronées, décalées en rapport à ce qu'on vit au Québec, ça fait amplifier le fléau. C'est ça que je veux dire. Vu que là, on parle des immigrants, mais je sais que c'est pas juste les immigrants qui sortent pas de Montréal.
mais vous comprenez? Donc 10 ans, c'est un minimum. Sinon, t'as rien vu à part la couche de surface. Donc, pas droit de vote. Logique. Ce serait donc un délai acceptable pour obtenir droit de vote. Sinon, là, si on regarde ça du même point de vue, pensez-y. Sinon, qui me dit que l'immigrant qui va voter ne va pas voter puis crisser le camp 2 ans après, ou 3, ou 1 année, ou 6 ans, hein? Qui me dit que ça va pas être le cas? Si un immigrant n'est pas prêt à subir le système pendant 10 ans pour avoir de quoi nourrir son vote, de quoi l'analyser, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il n'ait pas l'intention de rester si longtemps. Le droit de vote ne devrait pas être un droit de passage, Chris. Parce que si ton passage est éphémère, ton vote ne l'est pas, lui. Ça n'a aucun sens qu'un immigrant vienne crisser à la marde dans un pays avec son vote, qui vaut rien en fait quand on regarde ça, pour s'en retourner dans son pays d'origine, ou je sais pas où là, 2 ans après. Parce que ceux qui arrivent, en fait, la problématique, c'est que ceux qui arrivent au Québec, qui sont ici depuis genre 2 ou 3 ans, mais eux, au départ, ils arrivent quasiment tous, en fait, dans les grandes villes, hein? Genre Montréal. Compte-les sur une main, là, ceux qui débarquent à Saint-Clinclin des Meumeux. Donc, toute cette majorité d'immigrants restent dans leur grande ville durant leurs 2-3 ans qu'ils sont ici. Puis la majorité d'eux, et même ceux qui sont nés dans une grande ville sans être immigrants, n'ont jamais mis les pieds en dehors de, par exemple, Montréal. Fucking jamais! À l'inverse des gens de l'extérieur qui vont dans les grandes villes. Vous voyez, le poids et mesure, pas pareil. La majorité des gens dans les grandes villes se promènent en métro, comme je disais. Ils ont souvent même pas de voiture pour se déplacer, puis ils font même pas l'effort d'eux. Ils n'en voient même pas l'intérêt d'eux. Alors que les gens de l'extérieur ont quasi tous des voitures, en fait. Donc, ils vont dans les grandes villes. C'est pas donnant-donnant, là. Une grosse masse d'égoïsme dans les grandes villes, je trouve. Ces personnes qui sont arrivées à Montréal, qui sont là depuis 2-3 ans, ou ceux qui sont nés là mais qui ont jamais mis les pieds en dehors, je me demande même s'ils ont jamais même fait le tour de Montréal. Souvent, ils sortent même pas de leur quartier. C'est frustrant. C'est n'importe quoi d'avoir un droit de vote sous le seul couvert que t'aies obtenu ta citoyenneté après 2, 3, 4 ans. Et je pense que c'est 3 ans. Je suis pas sûre, mais en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, ça ne fait aucun sens. En plus que, déjà, dans les faits, les immigrants arrivent avec une nouvelle culture. C'est indéniable. Ils arrivent avec leurs habitudes de vie, leurs croyances, leur nouvelle mentalité, parce que pour ici, on les considère nouvelles, peut-être pas pour eux, vous comprenez, etc. Ils arrivent avec un bagage qui leur est propre. Puis que la plupart du temps, ils parlent même pas notre langue. Donc, en plus de considérer tout ça, venez me dire que le vote des élections est complètement cohérent? N'importe quoi. Comment peux-tu, en tant que nouvel arrivant, ici depuis 1 an, 2, 3, 4, comprendre de quoi, malgré toute l'adaptation que t'as à faire, l'adaptation de tout ton quotidien à cause de tout ce que je viens d'énumérer, que t'apportes ici, donc le stress que tu vis de t'installer, ça te rentre dedans comme un train, comme un mur de briques. Pouah! C'est un nouvel environnement, c'est le choc des cultures, tout ça. Donc, comment tu peux arriver à t'installer, à faire ton quotidien en t'adaptant, puis à aller voter en plus? C'est impossible. Comment tu peux comprendre de quoi? Comment tu peux avoir de l'énergie à donner pour vraiment t'investir dans la politique de ce pays-là, duquel t'as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience? T'as encore rien vu. T'as encore rien vécu! It makes no fucking sense. Je le répète, ça devrait être, pour ces raisons, genre un 10 ans minimum de vie ici, incluant un minimum de 2 ans en dehors de Montréal, et idéalement pas Rive-Sud, Rive-Nord, mais bon, ça serait acceptable, parce qu'on sait bien que tout le monde va se garrocher là. Ça me met en beau calvaire de voir des élections virées pour un parti X qui aurait jamais rentré sans la participation des immigrants, par exemple. Le parti X en question manipule, entre autres, les immigrants pour gagner. Il le sait! Qui est raciste, au fond? N'est-ce pas le parti X? Donc, additionné au fléau d'effet bulle de par la participation en soi des grandes villes dans les élections de ce système électoral, c'est du gros n'importe quoi.
Ça fait une belle soupe là, de n'importe quoi. Tous les ingrédients sont là pour donner un système cacaphonique. Non, je n'ai pas dit cacophonique, j'ai dit cacaphonique. On est mal représenté. Traitez-moi de raciste, vous n'avez rien compris. La génération Y et surtout la Z va s'acharner sur moi avec une étiquette sociale, alors qu'il y a des incohérences majeures, voire de gros problèmes de corruption et de manipulation à régler et à mettre en lumière au sein de notre système. Là, je dis tout ça pour moi aussi. Genre, je me vois pas du tout aller dans un autre pays, ni même une autre province à la limite, puis voter après 4 ans. J'ai pas rapport là. On pourrait mettre à la limite 10 ans quand on change de pays, puis 5 ans ou 6 ans si on change juste de province, bref, tu sais. Non, j'aurais pas rapport là. Je n'aurais pas dans mon bagage les conséquences du passé qu'ils ont vécu à porter sur mes choix pour l'avenir. Ce serait très égoïste de ma part et prétentieux. Si on vote pour un système, pas dans le sens de pour, dans le sens d'en faveur d'un système, mais dans le sens de par le biais d'un système, faut en faire partie. Quand je dis en faire partie, je veux pas dire être celui qui gère le système, mais je veux dire faut être les 2 pieds dedans. Faut pas juste être invité ou initié. Puis oui, je sais, il y aurait sûrement pas un immigrant qui serait prêt en même temps qu'un autre exactement pour aller voter, mais 10 ans serait un bon tremplin, selon moi. Parce que ça garantit davantage que les migrants, au bout de 10 ans, soient impliqués et installés, versus un immigrant qui arrive et repart. Pourquoi Chris, son vote devrait influencer sur notre vie future, alors que lui aurait voté, crissé le camp, puis nous on resterait pris avec un vote de marde, alors qu'il est même plus ici? C'est illogique. Je suis toute seule à trouver ça illogique, puis à dire que ça n'a rien à voir avec le racisme. Il n'a pas été capable de subir le Québec, pour X raisons. Pourquoi moi je subirais son vote? Parce que la plupart des immigrants, ils votent pour leur ventre. Pour eux autres. Ils ne votent pas pour l'ensemble du Québec, du pays, mais pour ce qui les concerne vraiment, parce qu'ils viennent d'arriver puis ils vivent ici. Ce que je trouve aberrant. Ils ne votent pas pour le Québec qui existait avant qu'ils arrivent et qui existera après qu'ils soient repartis. Ils votent pour le confort de leur passage ici. Pis ça, c'est inacceptable. Ça se fait pas. C'est moralement, éthiquement incorrect. C'est irrespectueux. C'est irresponsable. Tu peux juste pas voter dans un pays où tu repars en dedans de 10 ans. Dans mon raisonnement à moi, ça se fait pas. C'est complètement incohérent. C'est juste inacceptable d'avoir contribué à changer un vote, puis que tu sois juste plus là pour en subir les conséquences. I don't give a shit. Too bad. Parce que, je veux dire, ça a des conséquences, pas juste pour le temps suivant les élections jusqu'aux prochaines élections. Non, ça a des conséquences répertoriées sur plusieurs générations, plusieurs mandats d'élection. Ça change toute l'histoire du Québec, du pays en question, ça là. Donc pourquoi tu changerais le vote, la direction d'un pays, puis que t'es plus là pour en subir les conséquences avant longtemps? Non, fuck you! Et là, c'est encore moi qui est poli. Pourquoi t'aurais de l'influence sur la politique alors que tu viens d'arriver et de repartir? Juste non. Et encore moins te présenter aux élections comme chef de parti, député ou je sais pas quoi d'autre. Whatever la position. Encore moins! Bon, mon point est fait pour ce segment, mais c'est pas tout. On va ajouter à ça le 3e segment, une 3e incohérence majeure. Le système électoral en soi. Christique, c'est mal fait. Les élections fédérales, tu devrais pouvoir voter pour un parti fédéral, pas un parti présent dans ta ville. Pour les élections provinciales, tu devrais pouvoir voter pour un parti provincial, pas pour un parti présent dans ta ville. Donc on voterait pour un parti et non pas pour un candidat. Et les élections municipales, là, tu devrais voter pour un candidat de ta ville, non affilié à un parti. Je trouve ça tellement mal fait, là. En ce moment, il n'y a pas moyen de voter pour un parti fédéral qui n'a pas de candidat dans la ville où on vote. C'est stupide, on peut même pas voter pour un parti fédéral de son choix s'il est pas représenté dans sa propre ville. Le système électoral est tout à repenser. Mais vite de même, je dirais que chaque parti fédéral devrait mettre en position, en fait, un représentant dans chaque ville. Un peu comme un deuxième maire, genre un assistant du maire. Le maire travaille pour sa ville,
l'assistant du maire travaillerait avec le maire, mais pour le parti fédéral. Les gens voteraient pour un parti. Comme ça, le parti élu foutrait ses pions où il veut. Puis ça ne nous regarde pas. Pas que c'est quelque chose de caché nécessairement, mais c'est pas un critère de vote. Ces pions, comme je les ai appelés, ce sont ses employés, au parti fédéral en fait, qui forment le gouvernement. Un peu comme les ministres et les sous-ministres par exemple, aux différents ministères au gouvernement. Et idem pour le provincial, mais à l'échelle de la province. La population, un individu, un citoyen, devrait avoir le droit d'amener sa candidature comme assistant du maire dans telle ville, mais ce seraient les partis qui approuveraient les candidatures une fois élus au fédéral et non pas les citoyens qui votent aux élections. Le parti se débrouille pour trouver des candidats partout et puis c'est tout. La population n'a pas à savoir, selon moi, qui est candidat dans quelle ville. Peu d'intérêt. Ça n'a pas rapport de voter chaque fois, tout type d'élection confondu, pour un candidat. Sinon, tu peux voter pour ton cousin ou celui qui est populaire dans ta ville, sans même tenir compte du plan d'action d'un parti. C'est nullement un vote pour un parti. C'est juste du social dans ce cas-là. Ça éviterait, je trouve, en tout cas d'une grande partie, ça éviterait que des gens votent sans s'informer, juste parce que le candidat est un ami ou qui est en position depuis longtemps. Les gens voteraient en ayant comme pas le choix d'aller s'informer, de lire sur chacun des partis, de s'impliquer. Le monde s'intéresserait peut-être un peu plus à la politique de cette façon. Mais veulent-ils vraiment qu'on s'y intéresse plus? Ou préfèrent-ils nous manipuler? Si on voterait pour un parti, les gens auraient juste pas le choix de s'arrêter à réfléchir avant de voter. Ce serait à la discrétion du parti de crisser qui ils veulent à la porte, de foutre qui ils veulent dans chaque ville. J'irais même jusqu'à dire que les candidats dans chaque ville représenteraient la politique du pays, mais pourraient juste ne pas être affiliés à un parti en particulier. Ils sont des employés exécutifs, autrement dit, qui travaillent pour le gouvernement élu, peu importe celui-ci, et qui peuvent pousser ou proposer des changements selon leurs constatations dans la ville, avec le maire, whatever. Là. Détail à régler rendu là, avec la possibilité de démissionner, bien sûr, si cela va à l'encontre de leurs principes, leurs valeurs, whatever, comme tout autre travail. Bon, donc ça, c'est un truc de mal fait dans le système électoral, mais il n'y a pas que ça. Il y a le poids des votes et celui des circonscriptions. Ça, j'en ai parlé un peu. C'est que c'est le nombre de circonscriptions qui fait élire un parti versus un autre dans les élections. Même si celui-ci a obtenu moins de votes au total, we don't give a shit. Une circonscription, c'est une région électorale qui peut englober en fait plusieurs villes ou qui peut être divisée par quartier quand c'est une plus grande ville. Donc, pour faire une mise en contexte avec des chiffres complètement bidons, admettons qu'il y ait 300 circonscriptions au Canada et que 160 d'entre elles sont remportées par un parti X, mais sur la peau des fesses quasiment à chaque fois, à chaque endroit. Par exemple, ça veut dire qu'il aurait obtenu 300 001 votes versus 299 999 votes pour l'autre parti, sur un total de 600 000 votes pour cette circonscription. Et ainsi de suite pour chaque circonscription. Quand je dis avoir gagné sur la fesse, vous voyez ce que je veux dire. Bon, admettons qu'il en a gagné 160 sur les 300 comme ça. L'autre parti, on s'entend, gagne quand même un nombre considérable, un nombre compétitif de circonscriptions, puisqu'il en aura 140 dans cet exemple-ci, versus 160. C'est un nombre considérable, mais insuffisant. Toujours dans cet exemple, admettons que l'autre parti en question en ait gagné 140 versus 160. On peut dire que l'autre parti était donc fort lorsqu'il a gagné les 140 circonscriptions. Lui ne les a pas gagnées sur la fesse, ces circonscriptions. Il avait un nombre assez élevé de votes dans chacune, globalement, des circonscriptions. Et, pour additionner à cela, on a dit qu'il était également assez fort dans les 160 autres circonscriptions, même s'il les a perdues. Son total attribué de votes risque d'être, dans ce cas-là, plus nombreux que le parti élu. C'est pas logique. Et vu que les grandes villes comme Montréal comptent en elles beaucoup plus de circonscriptions que les autres surfaces du pays, et que ceux qui adhèrent à la pensée du parti prochainement élu, justement, incluant la plupart des immigrants,
se trouvent quasi tous concentrés dans les circonscriptions des grandes villes, le parti gagne les circonscriptions par défaut, alors que le reste du pays comportant un nombre plus élevé de vote total, n'aura pas voté pour ce parti. C'est trop injuste, c'est mal fait. Si les immigrants de moins de 10 ans n'avaient pas pu voter, le vote aurait balancé suffisamment et ce n'aurait pas été libéral, pour parler des élections du moment, qui serait au pouvoir en ce moment, tellement c'était serré malgré tout. Donc oui, c'est frustrant de voir que la démocratie, c'est juste la foutaise. Puis là, en plus, il n'y a pas juste deux partis. On s'entend. Là, j'ai fait l'exemple avec juste deux partis, mais il y en a plusieurs. Donc, si on regarde le total des pourcentages, les pourcentages gagnés pour chacun des partis après une élection, le parti souvent élu, il gagne genre à 30-40%, mais ça veut pourtant dire qu'il y a 60-70% de la population qui ne veut toutefois pas ce parti. C'est stupide qu'il soit donc élu. Oui, il y a les sièges, mais c'est pas suffisant. C'est le nombre de votes du pays entier qui devrait déterminer le parti élu par le nombre de votes par région, et les circonscriptions seraient-elles seulement pour les sièges, mais n'influeraient pas dans l'élection en cours. Puis pour que ce soit encore plus juste, on pourrait, ou devrais-je dire, on devrait, voter par rang pour les partis. Par exemple, sur notre truc de vote, là, il pourrait être marqué première position, deuxième position, troisième, quatrième, et ainsi de suite, selon le nombre de partis existants, par exemple au fédéral, lorsque ce sont des élections fédérales. Et on voterait première position pour le parti que l'on souhaite élire en premier, là. Vraiment. Et si on a un deuxième choix, on marquerait le parti au deuxième choix et au troisième, ainsi de suite. On attribuerait de cette façon un vote par position et non par parti. Donc, je pourrais donner 2, 3 votes, whatever, à 2 ou 3, whatever, partis différents. Ici, je décide de mettre personne en deuxième ou en troisième parce que moi, c'est ce parti ou rien d'autre. J'ai le droit aussi, là. On n'est pas obligé de remplir toutes les positions. Ça donnerait un vote à un seul parti. Et donc, de cette façon-là, on voterait plutôt pour savoir lequel des partis on veut le moins. Hein? Parce que 70% de la population en ce moment qui voulait pas le parti qui a été élu, il a pourtant été élu. C'est pas logique! Donc, comme je dis, dans ce cas-là, chaque individu aurait le droit de voter pour le nombre de partis qu'il veut, en fait, dans l'ordre qu'il souhaite. C'est que ça donnerait vraiment l'heure juste pour savoir c'est quoi que la population veut. Puis, annuler son vote dans cette situation-là équivaudrait à ne mettre aucun parti, en fait, dans aucune position. Ça ne donnerait donc aucun vote à personne. Cependant, le fait de ne juste pas aller voter donnerait automatiquement un vote au parti qui serait élu, le parti en tête, là. C'est sûr qu'il y aurait des détails à revoir, mais c'est que j'apporte des réflexions, parce qu'il y a des incohérences majeures, ok? Faut pas l'oublier, faut trouver une solution, faut changer ça, le système est mal fait. Puis aussi, petite parenthèse, si vous ne le saviez pas, c'est important d'aller annuler son vote, même dans un système actuel, là, parce que si vous ne l'annulez pas, votre vote par défaut, c'est comme si vous cautionnez peu importe le parti qui rentre. C'est comme si vous n'avez pas de préférence. Annuler son vote veut dire que tu veux aucun d'entre eux et tu ne donnes pas ton accord. C'est symbolique, tu sais. Et si tu l'annules pas, ça veut dire que tu donnes ton accord à tout le monde. C'est comme si tu n'as pas de préférence, mais tu es OK avec peu importe celui qui rentre. Ce qui est un peu étrange. Et chaque fois qu'on vote pour un parti, je sais plus le chiffre exact, mais il me semble que c'est 1$ que tu donnes, que tu donnes pas toi de ta poche, on se comprend, là. C'est 1$ qui va pour le parti pour lequel tu as voté, pour son budget, là, whatever. Donc, c'est important d'aller encourager des fois juste un petit parti, même si tu sais qu'il sera pas élu parce qu'il n'y aura pas suffisamment de votes. Tu peux aller l'encourager en lui donnant au moins ton 1$ ou en allant simplement annuler ton vote pour pas que ton 1$ aille à un parti qui va être élu que tu n'aimes pas du tout. Est-ce que vous comprenez? C'était une petite parenthèse. Fait que c'est ça, c'est comme mes propositions aux changements qui devraient être faits pour que ce soit le plus juste possible dans notre système électoral. Fait que je dis ça ou de quoi du genre, là, tu sais. On s'entend, j'ai pas rédigé une thèse à ce sujet en ce moment. Il y a sûrement des détails auxquels je n'ai pas pensé. Mais je peux juste pas m'empêcher de voir à quel point le système est une merde et ne représente pas du tout la province, le pays, la ville, les individus. Dans le fond, on n'a quasi aucun contrôle sur notre gouvernement, alors qu'au départ, il est supposé être un gestionnaire et non un décideur. C'est le peuple qui doit décider. On semble oublier de plus en plus
dictature sociale assoiffée de pouvoir menée par la manipulation des émotions du peuple tenu dans la direction souhaitée. Sans compter que je trouve déplorable qu'un parti ayant une croissance la plus élevée, on va dire, lors des élections, ne soit même pas représenté à la Chambre. En ce moment, on a un 5% de la population qui est même pas représentée à la Chambre. Why? Pourquoi? Il devrait y avoir un barème, là, au moins, du genre quand un parti monte sa popularité en flèche de tant de pourcentage en rapport à son ratio d'avant, ou qu'il atteint un nombre X de votes reçus, ben qu'il soit un minimum représenté comme un parti officiel à la Chambre, même s'il n'obtient pas de circonscription. En tout cas, s'il y a un barème actuellement, je le connais pas, je suis désolée. Même s'il y en a un, il est clairement pas adéquat, parce qu'autrement, ben, ce dit parti serait représenté à la Chambre en ce moment. Tu sais, quand t'as genre plus de 800 000 votes, mais que t'es pas à la Chambre, il y a un problème. Ça nous ramène encore à l'incohérence du système électoral qui, comme je disais, ne tient compte que des circonscriptions gagnées et non pas du total des votes des voteurs. Le nombre de votes n'a comme aucun poids, en fait. Cette énorme couille dans le fonctionnement des élections en fait gagner un, puis en fait perdre beaucoup à un autre de façon complètement illogique. Rien n'est démocratique là-dedans, là. Ça bénéficie à qui? Posez-vous la question. La démocratie n'est qu'une illusion. Le quatrième et dernier segment, il va être un peu plus court parce que je veux pas en parler trop longtemps, je pense que vous allez bien saisir rapidement, c'est la mafia médiatique. Donc l'autre point de merde qui ne fonctionne pas, c'est que les médias ne devraient pas avoir de parti pris. Surtout pas les médias subventionnés. Ils devraient même pas se prononcer pour tenter d'influencer la population vers une politique plutôt qu'une autre, ce qu'ils font pourtant sans arrêt. Ça devrait être neutre et vrai. Ils devraient pas lancer des insultes pour tenter de diriger la population à penser de la sorte. Ils devraient pas diviser les gens en attribuant le titre de voix unique à suivre là, aux partis que le gouvernement qui les subventionne souhaite mettre en avant, aux partis que le gouvernement a choisi, sont là pour informer à la base, pas pour propagander. C'est complètement injuste. C'est un méga gros conflit d'intérêts. Puis je comprends pas qu'on puisse rien y faire, puis que personne... Il y en a des gens, mais en gros, même s'il y en a des gens qui sont vraiment insultés, offusqués, offensés de ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je comprends pas que rien ne se passe. Parce que comment c'est possible à ce moment-là de tenter de montrer autre chose comme vision politique, je parle dans ce contexte-ci, quand t'as pas la vitrine pour le faire, parce que la vitrine c'est ces médias-là, puis quand t'as pas de subventions non plus pour le faire, parce que les subventions du gouvernement sont attribuées pour subventionner ce que le gouvernement, pour subventionner les médias qui prônent déjà. Attends un peu. Wow, attends une minute, je vais recommencer cette phrase. Comment c'est possible pour any other, n'importe qui d'autre, là, de tenter de montrer autre chose comme vision politique, autre chose qui n'est pas ce que le gouvernement prône déjà comme parti souhaité partout à travers les médias qui, eux, sont subventionnés. Comment tu peux, toi, montrer autre chose quand toi, t'as pas ce vitrine-là, que t'as pas les subventions du dit gouvernement, puis que t'es étouffé partout dans ce monopole-là, en fait? Démocratie, mon cul. Libre, mon cul. Conclusion. Comment peut-on reprocher à des individus de vouloir se questionner, de chercher la vérité, de vouloir du changement, de manifester, de crier leur colère? Comment le peut-on avec un système si pourri? Vous le cautionnez, vous? 10-4.